pouvez y aller, Thérèse. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être assez nombreux. Je ne savais pas quel public j'aurais aujourd'hui devant moi et vraiment je suis heureuse de vous avoir tous. Je remercie les archives départementales de cette invitation qui m'avait surprise au départ puisque je suis architecte urbaniste. Je travaille dans une association qui regroupe des architectes, des paysagistes et des urbanistes. Et nous sommes plutôt dans la création que dans l'étude du patrimoine. Enfin, en tout cas, nous sommes très orientés sur l'architecture. Mais néanmoins, nous nous intéressons au patrimoine bâti, surtout pour le rénover ou le transformer. Donc, il est néanmoins nécessaire pour transformer un bâti ancien de l'étudier un peu et de connaître un peu son histoire. Donc, on a été amené à travailler avec les archives départementales, mais ponctuellement, oserais-je dire. Donc, vous allez avoir une conférence dont le sujet est la reconstruction, mais qui ne porte pas sur l'histoire de la reconstruction. Elle porte, cette conférence, sur l'action que nous avons menée ou qui a été menée pendant 40 ans auprès de la population de la Somme pour la sensibiliser à cette architecture qui est devenue un patrimoine, cette architecture particulière résultant de la guerre de 14-18 et des destructions qui ont été nombreuses dans le département. Voilà, donc pour cette raison, le sous-titre, j'ai ajouté un sous-titre à cette conférence pour qu'on comprenne quand même que le sujet n'est pas toutes les étapes de la reconstruction, mais les étapes de la médiation auprès des publics sur cette période particulière de la création architecturale dans la Somme. Voilà, donc je suis ici, non pas en mon nom personnel, mais pour représenter le CAUE de la Somme, qui est donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui est une association qui a une quarantaine d'années et qui, comme je le disais, regroupe des architectes, des urbanistes et des paysagistes et qui a vocation à conseiller, à informer, à sensibiliser. Principalement dans la Somme, nous conseillons les collectivités, les services de l'État, mais nous avons aussi des interventions auprès des particuliers et des jeunes. Alors, cette conférence a été préparée initialement comme une contribution à un séminaire organisé par un service de l'État, donc la Direction régionale des affaires culturelles, que vous connaissez puisque nous sommes également dans les lieux de ce service de l'État, en novembre 2019, et ce séminaire portait sur la première reconstruction dans les Hauts-de-France. Néanmoins, j'avais été sollicitée pour aborder la question suivante qui a déterminé le sujet de la conférence, la reconstruction, quel objet a posteriori et pour qui? Voilà. Alors, cette question qui m'avait été posée m'avait laissé un petit peu dubitative pendant quelques temps. Je me suis dit, est-ce qu'on est légitime, nous, architectes, à répondre à ce genre de questions? C'est une question à poser aux historiens, peut-être aux philosophes, peut-être aux artistes, mais bon, peut-être pas forcément à nous. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que ça faisait 40 ans qu'on œuvrait pour la reconstruction dans la Somme, donc ça valait peut-être la peine de rassembler un certain nombre de documents principalement des études ou des supports de médiation, exposition, etc. Et de les mettre un peu en ordre et de prendre un peu de recul par rapport à cette action que nous menons
auprès de tous les publics de la Somme. Alors, pourquoi sensibiliser une population à son identité architecturale? C'est une question que vous ne vous posez peut-être pas tous les lundis matins, mais nous, nous la posons tous les lundis en venant travailler. Alors, pourquoi et surtout comment? Et un élément de réponse pour nous est juridique, un socle juridique qui repose sur 2 législations. La première, c'est la loi de 1977 sur l'architecture. Donc, c'est une loi qui établit un certain nombre de principes et qui a été à l'origine de la création des CAE. Le premier, l'article 1, donc, définit l'architecture comme une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. En conséquence, des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont institués et ils sont chargés d'aider et d'informer le public. Alors, ce qui est important pour nous, c'est qu'il a fallu attendre cette loi de 77 pour que l'architecture soit reconnue comme une culture, enfin, intégrant la culture, et que la création architecturale, c'est-à-dire l'architecture aussi d'aujourd'hui, contemporaine, la qualité des constructions, leur insertion, etc., le respect des paysages et du patrimoine sont d'intérêt public. Le deuxième socle, le deuxième élément législatif, il est de dimension européenne. En 2000, une trentaine de pays européens ont été signataires de la Convention de Florence, dite Convention européenne du paysage, et qui, dans son article 1, désigne le paysage comme une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leur interrelation. Alors, si vous vous intéressez au paysage et vous feuilletez un dictionnaire, alors j'ai pris la définition d'un dictionnaire usuel, le Robert, le paysage est une partie d'un pays que la nature présente à un observateur. C'est-à-dire que le paysage est rattaché à la nature et surtout commence quand quelqu'un est en position de le regarder. La Convention européenne du paysage, elle, ne parle pas que de nature ou que du spectateur et du beau spectacle de la nature que nous admirons en face de nous. Elle parle de territoire, elle parle des populations et d'un paysage qui résulte à la fois de facteurs humains et naturels et humains. Alors, si je débute cette conférence par ces 2 définitions, ces 2 articles de loi, c'est que vous comprendriez mieux la suite de la conférence et des actions que nous avons menées, puisque notre action à nous, notre métier repose sur ces définitions. Le paysage hérité de la reconstruction après la guerre de 14-18, la Grande Guerre, illustre parfaitement cette définition. On est sur une portion de territoire, un tiers du département à peu près, détruit en totalité ou en partie et complètement reconstruit, réaménagé, remembré après la guerre, et dont il s'agit pour nous aujourd'hui de percevoir ce qu'il en reste au travers ce que l'on voit en traversant la Somme, ou en parcourant la Somme.
Alors, le CAUE conseille, accompagne la création architecturale dans la Somme en conseillant les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les particuliers qui construisent, d'une part, et en suscitant l'intérêt du public pour l'architecture, d'autre part. C'est notre mission de sensibilisation à l'architecture. Alors, on peut rester entre initiés de l'architecture, de l'histoire et du patrimoine, et on est bien au chaud et on se comprend, on est entre soi et c'est très bien. Mais pour nous, il s'agit de sortir du cercle des initiés et d'aller vers les populations pour leur apporter cette culture architecturale et surtout pour agir avec elles en termes de création contemporaine, en termes de construction. Alors, j'ai resitué aussi, à travers quelques œuvres d'artistes datant de la fin du XXe siècle, un portrait de la Somme tel qu'il était représenté par ces artistes à la fin des années 80, entre les années 80 et 2000. Et je vais vous lire un article d'Albert Londres, le journaliste Albert Londres, paru dans le Petit Journal du 10 septembre 1918. 9 septembre 1918. Une seconde sorte de désert vient d'apparaître à la surface du globe. Il est dans la Somme. Il n'est pas que là. Où passèrent les armées en rage, il s'établit. Certes, vous le rencontrerez partout, derrière n'importe laquelle de nos batailles. Mais si vous désirez connaître du premier coup ce qui s'est fait de plus réussi en la matière, choisissez la Somme. Ce n'est pas qu'une petite lande de sol qui est tombée en cet état, c'est tout un pays. Si déjà tant de cris n'avaient été poussés, ce serait à en crier. Ce serait à jeter continuellement des exclamations. Ce serait à en attester Dieu, si Dieu, depuis longtemps, ne savait à quoi s'en tenir. Alors évidemment, en ce moment, cette description trouve un écho dramatique dans d'autres parties d'Europe. Et ça aussi, ça fait... En préparant cette conférence, c'était un petit peu... Enfin, j'espère qu'on arrivera rapidement à une reconstruction en Ukraine et que les destructions ne seront pas aussi terribles que dans la Somme, telle qu'Albert Londres l'a décrit en 1918. C'était une commande au photographe Jean-Louis Siff du conseil départemental d'une photographie, d'une série de photographies dont j'ai retenu celle-ci. Alors le cimetière militaire, c'est un peu derrière. C'est le sort réservé à certains espaces mémoriels dans la Somme. Alors si l'artiste est libre d'interpréter ce grand vide des plaines agricoles et des villages, ou d'interpréter la banalité triviale des espaces urbains du XXe siècle comme un objet esthétique qui à la fois questionne et révèle. Qu'en est-il pour les habitants et les autorités publiques locales ? Alors, à la fin du XXe siècle, la reconstruction est toujours vécue comme stigmate des destructions.
Cette photographie montre un paysage agricole rude et balayé par les vents. À droite et en contrebas, blotti dans son bosquet d'où émerge le clocher de l'église, et à gauche, à l'écart et en plein vent, un quartier nouveau, un ensemble de logements sociaux dont l'architecture contraste avec celle du village. Cette situation est révélatrice des politiques publiques menées dans les années 90, et je vous explique un peu pourquoi. C'est qu'en fait, l'image qu'on veut porter de la modernité n'est pas de se situer dans le village, c'est de se mettre à côté, quitte à être en plein vent, de ne plus construire en briques, de construire des formes nouvelles, et là, en l'occurrence, dans des tonalités très claires, avec volontairement un espace volontairement éloigné du village. Et quand on a été amené à faire ce constat, c'est un village de la Somme, hein, là on s'est dit qu'il y avait un problème. On s'est demandé pourquoi un élu ou un opérateur, un bailleur social, en était arrivé à rejeter finalement le village et à venir construire un nouveau village à côté de cette manière-là, de façon aussi brutale. Pour nous, c'était brutal. Alors, nos métiers consistent à conseiller les communes et à remettre des dossiers, ce qu'on appelle des dossiers conseils ou des fiches conseils, enfin voilà. Et on a été amené à parcourir, les architectes du CAE à l'époque parcouraient l'ensemble du département de la Somme en étant sollicités pour conseiller soit sur l'entretien des bâtiments publics, des églises, soit pour aménager de nouveaux quartiers ou créer de nouveaux bâtiments. Donc on faisait ce constat assez quotidiennement, d'un intérêt vraiment moindre pour cette architecture qui, pour nous, architectes, nous semblait très intéressante, voire ayant une grande valeur. Alors, ce qui nous étonnait également à l'époque, c'est que la réglementation en termes d'urbanisme, qui à l'époque s'appelait le plan d'occupation des sols, qui aujourd'hui s'appelle le plan local d'urbanisme, donc ce sont les règles de construction et d'urbanisme qui sont en vigueur dans les communes, ces règles prenaient toujours en référence la construction antérieure à la guerre, donc du XVIIIe ou du XIXe siècle, comme à l'ouest du département, là où la guerre n'avait pas sévi. C'est-à-dire qu'on était dans des villages entièrement en briques, entièrement reconstruits, avec une architecture vraiment des années 30, et les règlements d'urbanisme imposaient de construire des longères picardes en torchif, hein, quelque chose qui ressemble un peu à ça. Alors, face à ce déni de reconnaissance de l'architecture de la reconstruction comme l'identité des villages, le CAUE s'engage petit à petit à valoriser cette architecture en saisissant toutes les opportunités. Et surtout auprès de tous les publics, pas seulement auprès des élus. Alors, qui sont ces publics? Parce que quand la définition du paysage parle des populations, finalement, qui est concerné par la reconstruction? On a parlé des autorités publiques, des élus qui font les règles d'urbanisme. Il y a les propriétaires, les gestionnaires des bâtiments quand ils ne sont pas propriétaires, les usagers permanents comme les habitants et les usagers temporaires comme les touristes. Parce qu'à la fin, dans les années 80-90, on avait un développement touristique, en particulier sur ce secteur, où on avait tous les parcours liés aux souvenirs. Alors, le
un service de l'État qui était la direction départementale de l'équipement nous sollicite en 95, enfin là en 97, pour mener une étude sur l'ensemble du département et pour cartographier la reconstruction, en partie. Hein, l'étude portait sur d'autres sujets. Et nous n'avons pas trouvé de cartographie à l'époque, donc on a dû constituer de façon empirique cette carte du département indiquant les reliefs, donc les vallées, les boisements, les villages, et en rouge, les villages reconstruits en totalité ou en partie après 1918. Donc ça permettait de visualiser à la fois le lien entre la géographie physique du territoire et les stratégies militaires qui ont conduit à situer le front de Somme. Et puis, ça a aussi donné un aperçu de l'ampleur de la reconstruction en termes de quantité de bâtiments et de quantité de villages. Donc, le constat, c'est que la Première Guerre mondiale laisse plusieurs centaines de villages détruits en totalité ou en partie, mais à contrario, en 20 ans, dans ces villages s'érige une nouvelle architecture, puisque tout a été reconstruit quasiment en 20 ans et de manière homogène. Donc un vaste bâti contemporain et unitaire, homogène. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit en tant qu'architecte. À l'époque, pour la préparation d'une exposition sur les maisons traditionnelles de la Somme, on commande un certain nombre de photos aériennes. À l'époque, on n'avait pas encore Internet et Google Earth. Donc, on avait réalisé ces photos, et en particulier celle-là dans la ville de Chaulnes, qui nous permet finalement de faire un autre constat, c'est que cet ensemble contemporain et unitaire sera peu impacté par la Seconde Guerre mondiale, qui se situera, qui impactera la Somme, mais pas de la même manière, plutôt les villes et les points stratégiques de transport dans le département. Mais cet ensemble sera plutôt impacté et dénaturé par le développement des infrastructures, en particulier à partir des années 70, l'autoroute A1, le canal à grand gabarit, la ligne TGV et tous les remembrements qui vont accompagner ces grandes infrastructures. C'est aussi le développement de l'agro-industrie, les zones d'activité et plus récemment les éoliennes. Plus récemment aussi, on s'aperçoit que tout cet ensemble bâti est affecté par l'obsolescence des structures économiques, l'abandon des fermes, des usines et plus récemment encore de tous les commerces de proximité un peu traditionnels. Et voilà, donc nous on fait ces constats-là, on le regrette, mais ce n'est pas propre à l'est de la Somme, mais l'ouest a quand même été relativement préservé jusqu'à l'arrivée de l'autoroute A29 et A16 de ces grandes infrastructures. L'est de la Somme a été quand même particulièrement réaménagé de nombreuses fois depuis un siècle. À l'époque, donc, on constate qu'il y a peu d'informations, en tout cas d'informations vers le grand public. Parce qu'on ne doute pas qu'il y avait des historiens férus d'histoire contemporaine et d'architecture contemporaine qui s'intéressaient à ces créations ou à cette période de l'architecture, mais pour la Somme, il y avait peu de documents. Donc, autour des années 90, une publication, 1914-1918, la reconstruction dans la Somme et les régions dévastées, un inventaire architectural photographique de la ville d'Albert en 89, mené par des historiens, mais avec un architecte
Et bon, voilà, c'était un inventaire, juste un portrait photographique de la ville d'Albert, et une série d'expositions et un catalogue qui en résultera, reconstruction en Picardie après 1918, mené par le musée de Noyon et les archives départementales de l'Aisne à l'époque, et publié par la Réunion des musées nationaux, auquel on avait participé. Je crois que notre article faisait partie des seuls articles sur la Somme, sur justement la place de la reconstruction dans les paysages d'aujourd'hui. Et il y a dans cet ouvrage un très grand et bel article de Jean-Charles Capronnier sur les églises de la reconstruction. Alors, le cadre bâti de la reconstruction est donc figé, peu entretenu, méconnu de la population et peu étudié, ou en tout cas étudié par des spécialistes, pour des spécialistes, mais peu ouvert au grand public. Et replaçons-nous dans la période, il existait encore des survivants de la guerre, dans les années 80-90, ou leurs propres enfants qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc la reconstruction était souvent évoquée comme dommage de guerre. On nous en parlait comme dommage de guerre, c'est-à-dire comme une compensation. Voilà, comme une compensation de ce qui avait disparu. Et à l'époque, on entretenait un culte du souvenir, voilà, ce qui était tout à fait légitime. Hein. Je ne remets pas en cause cela. Il fallait donc faire évoluer cette culture générale de la reconstruction comme une cicatrice, enfin, voilà, un pis-aller, vers un autre récit, celui de la modernité et de la créativité. Ce qu'il a été. Parce que c'est un fait. Grâce, ou malgré, mais grâce à la reconstruction, la partie dévastée du département de la Somme devient un territoire rural moderne et dynamique par rapport à l'ouest, au reste du département. Conduite par des architectes mobilisés par l'État pour concevoir de nouveaux modèles, la reconstruction est l'objet de très nombreuses créations architecturales. Alors, ça, on commence à l'étudier, intuitivement, on le pressentait, on commence à l'étudier, mais comment le faire savoir et comment améliorer les connaissances? Alors nous, on a choisi une première piste qui était d'intégrer les politiques touristiques. La fréquentation touristique internationale, en particulier du Commonwealth, se développe dans les années 90 grâce à la création du circuit du souvenir qui relie 6 grands mémoriaux internationaux et la création de l'historial de la Grande Guerre à l'initiative du Conseil général de la Somme, qui s'appelait Conseil général à l'époque, en 92. En 85. Donc la programmation peut-être en 85 et l'ouverture. Voilà. En 95, le CAE est sollicité pour. Ça paraît anecdotique, mais bon, voilà. On est sollicité pour l'aménagement des parkings aux abords des mémoriaux. Pas de problème. Mais c'est bien d'assurer la sécurité. Mais à l'époque, on propose une approche un peu plus patrimoniale, à savoir, plutôt que de valoriser la route et les parkings aux abords des mémoriaux, on propose de valoriser les communes qui sont traversées par ce circuit et éventuellement, quand c'est possible, d'aménager les parkings plutôt dans le village ou
d'associer en tout cas le village et le mémorial et de valoriser l'architecture qui est présente dans la commune. Alors, ce type de proposition à l'époque intéressera quelques personnes mais ne recevra aucun écho parce que le circuit du souvenir, c'est relier des mémoriaux, mais ce n'est pas relier des villages reconstruit. Voilà, c'était un non-sens à l'époque pour les autorités locales. Néanmoins, associé par le Conseil général à la rédaction du programme général d'un centre d'accueil sur le circuit du souvenir, donc à Thiepval, le CAUE contribue à intégrer au projet muséographique 2 espaces, l'un dédié à la reconstruction. Alors, on se contente de peu, mais c'est déjà ça. Enfin, je veux dire, chaque petite étape permet d'avancer. Donc, on a quelques panneaux consacrés à la reconstruction et un panneau, un espace dédié à l'architecte, au grand architecte britannique Sir Edwin Lutyens, car cet architecte, avec la paysagiste Gertrude Jekyll, élabore la charte des cimetières et principaux mémoriaux du Commonwealth. Le centre d'interprétation ouvre en 2004. Alors, pourquoi se battre sur tous les plans? Parce que il était évident pour nous que la reconstruction et l'ensemble des mémoriaux présentaient une vraie valeur patrimoniale, mais dans toutes les dimensions, urbaines, architecturales et paysagères. Grâce à l'inventaire des parcs et jardins initié par le conseil départemental, auquel on a intégré les cimetières militaires et les mémoriaux, on a pu inventorier l'ensemble des mémoriaux et des cimetières militaires, qui étaient connus par ailleurs voilà, statistiquement, mais comme une typologie identitaire de la Somme. Dans le cadre de l'inventaire des parcs et jardins, il y a traditionnellement les parcs de châteaux, les parcs urbains, les squares, etc. Et pour la Somme, on avait retenu les ortillonnages et Ardines, voilà, comme une forme identitaire pour la Somme, certains parcs de chasse comme Régnières-Écluses, et les cimetières militaires comme des créations paysagères à part entière. Donc, l'inventaire à proprement parler n'est pas disponible au public, enfin, peut-être qu'il est consultable aux archives, il est consultable chez nous. Néanmoins, on en a décliné une brochure à l'époque destinée au grand public. Car pour nous, dès qu'on constate une avancée dans la connaissance de cette période de la reconstruction, on essaye de produire un document d'information ou de médiation sur ce sujet. La deuxième piste, donc la première c'était le tourisme, la deuxième piste c'est de soutenir les inventaires locaux et favoriser donc la médiation vers le grand public. En 2000, une structure de développement local qui s'appelait l'Agence de développement de l'Est de la Somme, l'ADES, dont les 105 communes, 50 000 habitants, furent entièrement reconstruites, décide de mener une politique touristique et culturelle basée sur son patrimoine local. Alors, souvent, les grandes choses sont menées par de grandes personnalités, et pour la Somme, pour moi, ça en était une. Son président, le président de l'ADES, Philippe Cheval, également vice-président de la culture au conseil départemental et président de l'historial de la Grande Guerre, est convaincu que pour mobiliser les habitants de son territoire,
Il faut les rendre fiers de leur patrimoine, donc changer de paradigme. Synonyme de cicatrice, la reconstruction doit devenir synonyme de modernité. Et ensuite, un premier et empirique inventaire et diagnostic du patrimoine rural confié à un étudiant, M. Bénard, en 2001, une étude du patrimoine de la reconstruction du territoire de la Haute-Somme et sa mise en valeur, voilà, est confiée à M. Bailly, architecte, en 2003, sous la direction de la DRAC de Picardie. Et c'est la première grande étude à grande échelle menée sur ce patrimoine dans la Somme. Elle est associée à une campagne de prise de vue photographique systématique, vous voyez un extrait sur la gauche, qui sera confiée à un photographe local, Studio Sphinx. C'est grâce à cette étude que de nombreuses actions de communication et d'information seront réalisées sur la période de 2000-2010. Et en particulier, une exposition intitulée « Architecture au pluriel de la reconstruction ». Alors, ce que vous voyez, c'est le flyers de présentation de cette exposition qui était en fait composée de 5 expositions thématiques, l'une intitulée « Les hommes et leurs œuvres », ensuite sur les églises et monuments aux morts, sur l'habitat, les édifices publics et les lieux du travail. C'est une exposition qui a été collégiale, elle a été pilotée par l'Historial, mais y étaient associés les archives départementales, le service de l'inventaire, le CAUE bien sûr, et puis l'ensemble de l'équipe de l'ADES qui a beaucoup travaillé aussi. Et en 2005, une exposition est confiée, donc cette exposition est confiée à une historienne spécialiste de la reconstruction en Europe, Carmen Popescu, et elle s'intitule « Architecture de la reconstruction à l'est de la Somme » et non pas « Patrimoine de la reconstruction à l'est de la Somme ». Et ça a été un vaste débat, ce qui pour moi montre bien qu'au début des années 2000, la reconstruction n'était pas encore perçue comme un patrimoine, mais comme de l'architecture, de qualité peut-être, mais de l'architecture. D'où le titre des architectures de la reconstruction. La reconstruction dans la Somme, grâce notamment à l'exposition « Les hommes et leurs œuvres », qui présente tous les architectes, tous les artisans qui ont travaillé sur l'ensemble des édifices, des entreprises, et en particulier sur les églises, qui sont les joyaux de cette période de l'architecture dans la Somme. Grâce à cette exposition, la reconstruction est enfin incarnée par des hommes et des femmes, par des architectes, soit locaux, comme Louis Dutoit, Louis Faye, soit parisiens, comme Jacques de Bas-Ponsant. L'ensemble des architectes, artistes et artisans révélés par l'exposition donnent corps et esprit à la création architecturale. Et c'est toujours plus facile d'aborder le sujet de l'architecture au travers les personnes, les artistes et les architectes qui l'ont réalisé. Vers le grand public, c'est plus simple aussi. Ce n'est plus qu'un objet intouchable. Voilà, le processus de fabrication, de création permet aussi de s'approprier ce type d'architecture. Et l'exposition sur les églises ainsi que l'exposition « Les hommes et leurs œuvres » vont circuler pendant plus de 10 ans dans les différents cantons de l'Est de la Somme.
Alors, à l'époque, Internet n'existait pas, les réseaux sociaux non plus, hein, c'est pas si éloigné que nous, mais bon, il faut quand même l'acter. Nous avons été, enfin, disons que la presse locale, en particulier le Courrier Picard, a été associée à un certain nombre d'actions de communication vers la population pour mobiliser les habitants. D'abord, un appel à archives familiales. En 2004, on a sollicité la population pour récolter des photos des mariages devant l'église reconstruite, voilà, des photos qui permettaient d'avoir un état aussi de ce patrimoine au cours du XXe siècle, puis un concours avec un concours qui s'intitulait Affiche de la reconstruction et qui consistait à faire voter la population pour désigner l'édifice le plus représentatif de la reconstruction dans leur canton. Parallèlement, les offices du tourisme de Péronne et de Ham élaborent des itinéraires de découverte dans les villes, comme dans les villages, et le comité départemental du tourisme, à l'époque, organise des parcours d'information pour les hôteliers, les restaurateurs et autres acteurs locaux qualifiés d'ambassadeurs de la reconstruction. Ce n'était pas une mince victoire que d'en arriver à avoir des ambassadeurs de la reconstruction sur l'est de la Somme. Et tout ça peut paraître désuet aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été des marqueurs importants dans la progression de la connaissance et de la reconnaissance de la reconstruction. Donc on se situe en 2004. Alors, l'État qui participait, qui accompagnait ces démarches d'études, néanmoins, a reconnu petit à petit la valeur d'abord de certains édifices. Alors là, on voit la liste des bâtiments protégés au titre des monuments historiques, à gauche. Donc on a deux parties dans cette liste. Une première partie de 1990 à 2009 où on a principalement des églises, un château, le château de Tilloloy, le domaine du Vivier à Méholt et l'hôtel de ville de Montdidier. Et puis une autre série en 2016-2017 d'inscriptions à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et là, ce ne sont que des mémoriaux. Et en fait, ça correspond à la démarche de protection au titre du patrimoine mondial de l'humanité qui a été engagé dans cette période-là et qui nécessitait que les pays protègent au titre de leur propre législation les édifices qui proposaient au label UNESCO. Voilà, donc on a quand même assez peu d'édifices protégés au titre des monuments historiques, mais on en a quelques-uns. Ensuite, l'exposition dont j'ai parlé précédemment donnera lieu à deux brochures, en fait à trois brochures dans la collection itinéraire du patrimoine, hein, une collection portée par la DRAC, sur les églises, sur la reconstruction en général dans l'est de la Somme et sur les monuments aux morts. Ensuite, en 1999, l'État crée un label qui s'appelait Label Patrimoine XXe siècle et qui s'appelle aujourd'hui Label Architecture contemporaine remarquable. Et il attribue le label Patrimoine XXe siècle à un certain nombre d'ensembles d'édifices, donc plutôt ensemble mairie, école, place, des églises,
Donc une quinzaine d'ensembles urbains pour la Somme, dans 6 communes de la Somme, sur 23 en Hauts-de-France. Voilà, une proportion assez importante. Et tous datant de la reconstruction. Alors, la différence entre le label patrimoine XXe siècle et la protection au titre des monuments historiques, je ne doute pas que vous la savez, mais bon, je vais peut-être la rappeler, c'est que donc, la protection au titre des monuments historiques protège l'édifice, et cette protection devient une servitude dans le cadre des documents d'urbanisme. Le bâtiment est protégé, on ne peut pas intervenir sur ce bâtiment sans avoir l'autorisation des services de l'État. Et il y a 2 niveaux de protection, le classement monument historique et l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le label n'est pas un label qui protège le bâtiment, c'est un label qui valorise ce bâtiment, qui le désigne comme une architecture ou un patrimoine remarquable, mais il n'engendre pas de servitude particulière, ni en termes de règles d'urbanisme, ni en termes de travaux. Enfin, au début, on devait effectivement demander de l'autorisation pour faire des travaux sur ces édifices. Maintenant, on a effectivement un avis de l'architecte des bâtiments de France à solliciter, mais ce n'est qu'un avis simple. Donc néanmoins, le label patrimoine XXe siècle est une reconnaissance par l'État de la valeur d'un édifice ou d'un ensemble d'édifices, et pour la Somme, un effort a été fait en particulier vers cette période de la création architecturale. Alors, c'est un peu plus anecdotique, mais la Fondation du patrimoine a également attribué quelques labels. Alors là, c'est plutôt un soutien financier. Et ça aussi, c'est anecdotique, mais c'est quand même un marqueur. C'est-à-dire que même la Fondation du patrimoine reconnaissait cette période comme un patrimoine pouvant faire l'objet d'une aide financière. Et alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. En 2016, le territoire de l'ancien Hadès, celui qui a été étudié et qui a fait l'objet d'expositions, sollicite le label Pays d'art et d'histoire. Voilà, donc ça c'est un label qui est aussi qui permet à un territoire donné d'avoir des moyens humains et financiers pour valoriser son patrimoine ancien et contemporain auprès de tous les publics jeunes, les touristes et aussi les habitants. C'est aussi l'État qui attribue un autre label sur ce secteur, Plan Paysage. Voilà. Ça permet de mesurer la reconnaissance progressive de la reconstruction auprès des autorités publiques. Et là, on a quand même passé un cap. Alors, le centenaire de la guerre va forcément donner un coup d'accélérateur à certaines procédures entre 2014 et 2018, et la reconnaissance des architectures de la reconstruction comme un patrimoine identitaire de la Somme. Mais ce ne sera pas le ministère de la Culture qui portera cette nouvelle étape. C'est le ministère de l'Environnement, qui aujourd'hui est le ministère de la Transition écologique.
À partir de 2010, la reconstruction est convoquée comme une identité territoriale et en particulier dans le cadre d'une procédure qui s'appelle Atlas des paysages et qui consiste, donc qui est issue de la loi paysage de 83, qui a donné un certain nombre d'abord qui a donné une reconnaissance juridique en France au paysage et qui a surtout mis en place un certain nombre d'outils de connaissance, de valorisation et de protection du paysage. Néanmoins, la démarche d'Atlas des paysages est une photo d'identité, fait le portrait d'un territoire départemental ou régional au moment où elle est menée, c'est-à-dire en 2006. Donc cet atlas des paysages initié par l'État et réalisé par une agence qui s'appelle Atelier Traverse définit les caractéristiques globales, architecturales, urbaines et paysagères du département, et la reconstruction va être désignée comme l'identité des unités paysagères du Santerre, du Vermandois et du Nord-Amiénois. Alors, le département donc, est redivisé en unités paysagères et le Santerre, c'est toute la partie qui est entre Amiens et Chaulnes, l'autoroute A1 à peu près, entre la vallée de la Somme et Montdidier, voilà, Montdidier-Roi. Le Vermandois, c'est plutôt de Péronne à Roiselle et on va descendre jusque Nesle. J'espère que vous avez la carte du département bien en tête. Donc c'est vallonné en fait, le Vermandois, c'est plus vallonné. Le Santerre, c'est bien plat. Et le nord amiénois, eh bien, c'est Albert, Acheron-Amiénois, Amiens, et voilà. Donc en 2006, quand on décrit les paysages de la Somme, on décrit ce qui a été reconstruit et aussi tout ce qui a été fait au XXe siècle sur ces territoires. Autre démarche qui n'a pour l'instant pas abouti, mais voilà, on peut espérer qu'elle aboutisse un jour. Le Conseil départemental de la Somme s'engage en 2011 avec 11 autres départements français et belges dans la labellisation des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale au titre du patrimoine mondial de l'humanité. Alors, cette dynamique produit bien sûr des études complémentaires, un certain nombre de visites de sites avec des élus, des spécialistes, mais aussi vis-à-vis de la population. Un concours de photographie est initié par le conseil départemental qui s'intitule « Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre vus par les Samariens » en 2012 et publie pour les collégiens la brochure « La Somme dans la Première Guerre mondiale » en abordant la reconstruction dans la dernière partie qui s'intitule « Sortie de guerre ». Donc là, on est passé d'un intérêt ponctuel sur certains bâtiments à une approche par une structure locale d'un intérêt pour cette période de la reconstruction. Donc on élargit le territoire. Là, finalement, on est à l'échelle départementale, petit à petit, on intègre la reconstruction comme une identité du patrimoine départemental, voire une identité dont on commence à être fier, et en tout cas, on commence à en parler et à le traduire dans des documents de vulgarisation ou d'information pour des publics, tous les publics, y compris des publics jeunes. Le département mène
également, et c'est un des rares dans ce secteur affecté par la guerre de 14-18, à l'initiative du département, mais menée par l'État, deux démarches de classement au titre des sites et paysages, des mémoriaux de Thiepval-Beaumont-Hamel, qui couvrent un territoire de 8 communes, et l'étude et le classement des sites et mémoriaux de Villers-Bretonneux, de Le Hamel et leur environ, qui couvrent là une petite trentaine de communes. L'État reconnaît la valeur de 2 paysages hérités de la guerre en les protégeant au titre du classement sites et paysages. Alors, donc, dans la législation française, on a des protections sur les objets ou sur les bâtiments, à proprement parler, mais on a aussi des protections au titre des paysages qui peuvent concerner un élément ponctuel comme un arbre, mais ça devient très rare, mais surtout des portions de territoire assez larges et des paysages. Et là, c'est le cas. Quelle que soit l'échelle d'études, toutes ces initiatives très documentées intègrent petit à petit la reconstruction, l'après-guerre au récit de la guerre. Voilà, de l'objet, du monument, de l'architecture, on est passé au patrimoine, on a abordé la dimension départementale, l'identité territoriale, et petit à petit, on va entrer dans une autre dimension, celle de la culture architecturale vivante, car la reconstruction, malheureusement, n'est pas qu'un sujet du passé, à 2 points de vue. D'abord parce que, comme tout patrimoine, elle nécessite maintenant d'être entretenue, modernisée, transformée. Par sa connaissance du département et son positionnement à l'articulation des politiques publiques, le CAE a été associé à ces différentes démarches. Alors, on a pris l'initiative de faire des expositions destinées à tous les publics dans l'ensemble du département et au-delà. Donc, une exposition qui s'intitule « Ville, village et architecture de l'Est de la Somme », qui était issue des expositions dont j'ai parlé tout à l'heure, réalisées par l'Historial. Et cette exposition a fait des émules puisque l'Office du tourisme de Montdidier avait reproduit quasiment la même en la contextualisant sur l'histoire de la reconstruction de Montdidier, du canton de Montdidier. Donc ça, on est dans les années 2006-2013. Cette exposition-là, Ville-Village, a circulé dans les Hauts-de-France. Donc, pour nous, c'était bien parce que ça signifiait aussi que la connaissance sur la période de la reconstruction n'avait pas fait l'objet de support de médiation dans les départements voisins. Et donc, c'était intéressant. Ensuite, nous avons intégré la maison de la reconstruction dans une autre exposition qui s'intitule « Maison traditionnelle de la Somme ». Alors, pourquoi s'intéresser en particulier à l'habitat individuel? Eh bien, parce que en quantité, c'est le bâti le plus important de la reconstruction, car si, je sais pas, il y a 300 villages concernés, 300 églises, 300 mairies-écoles, mais alors en termes de maisons, d'habitat, le nombre explose. En plus, vous savez que l'habitat individuel est quand même le plus important dans la Somme, dans
dans les départements ruraux et dans la Somme en particulier, qu'il touche intimement les habitants. Donc valoriser la maison, c'est aussi permettre aux habitants d'être fiers de leur patrimoine, de leur propriété. Malheureusement, c'est aussi le plus fragile car les habitants, les propriétaires sont souvent prompts à le transformer pour l'adapter à de nouveaux besoins. En particulier en ce moment avec toutes les campagnes de rénovation énergétique, ce patrimoine, comme d'autres dans la Somme, sont très affectés par les choix faits par certains propriétaires. Alors, la maison de la reconstruction, on a fait un guide qui évoque la réhabilitation du bâti traditionnel de la Somme, qui s'adresse à différents types de maisons traditionnelles, hein, pas que celle de la reconstruction, mais c'était un guide qui accompagnait, qui devenait une suite logique aux expositions sur la maison, parce que c'est aussi notre métier d'accompagner les modifications, parce que l'architecture, le patrimoine, c'est vivant et ça se transforme, et qu'il faut savoir accompagner cette transformation. On fait aussi, on essaye de faire en sorte que les règles d'urbanisme dans les plans locaux d'urbanisme évoluent aussi et tiennent compte des caractéristiques de ce patrimoine, et d'accompagner. Alors là, c'est une séance d'atelier avec des élus sur la question des patrimoines dans les PLUI. Et puis nous n'avons pas de service éducatif à proprement parler, mais nous sommes attentifs à mener des actions à notre mesure vers les jeunes publics. Donc, ces activités, soit d'exposition, soit d'intervention en milieu scolaire, vont, en tout cas auprès des jeunes, vont toujours dans le sens de leur parler de la reconstruction comme de leur cadre de vie actuel. Nous n'avons pas, alors on peut peut-être le regretter, certains peuvent le regretter, mais notre attitude est constamment d'intégrer le patrimoine, qu'il soit ancien ou moins ancien ou plus contemporain, dans la vie d'aujourd'hui. C'est peut-être un tort, mais il s'agit aussi pour nous de banaliser, de désacraliser la reconstruction, de ne pas la percevoir comme un monument historique, mais en la remettant dans le quotidien, dans ce que certains appellent le bien commun, c'est-à-dire une période de l'architecture qui leur appartient à ces enfants et à cette population, et sur laquelle ils peuvent agir, ils peuvent la protéger, ils peuvent aussi agir. Et il s'agit de savoir comment bien agir sur ce type de bâtiment. Alors, on notera l'obtention en 2021, donc c'est très récent, du label Pays d'art et d'histoire pour le Santerre Haute-Somme. Ça a duré quelques années, ce dossier, mais ils sont parvenus à l'obtenir. Et le plan paysage qui a abouti également en 2021. Plan paysage qui est une étude en particulier des paysages, mais qui vise à mettre en œuvre un programme d'action et surtout faire beaucoup de concertation auprès du public. Et ça a été le cas pour cette démarche-là. Autre déploiement de ce sujet, partager la culture architecturale à l'échelle régionale. Parce que
je vous disais que notre petite exposition était sortie des limites départementales. En fait, on s'aperçoit que la connaissance sur la reconstruction, la première comme la deuxième, hein, enfin, c'est des périodes qui sont encore à étudier, et dans certains départements, elles l'ont été moins que dans d'autres. Donc, il s'agit de contribuer à l'amélioration des connaissances et au partage des connaissances, soit en réunissant les différents champs disciplinaires concernés par la reconstruction, soit en essayant de mener une synthèse des connaissances, souvent locales ou départementales. Alors, ça a été le cas dans le cadre des 60 ans du ministère de la Culture. La DRAC Hauts-de-France a initié un séminaire régional, donc c'est pour ce séminaire que j'avais préparé cette conférence, afin de croiser les approches historiques, géographiques, techniques et architecturales, à la fois sur la guerre elle-même et sur les conditions de la reconstruction. Les travaux menés dans le cadre de ce séminaire ont fait l'objet d'un numéro hors série de la revue Urbanisme. Et ça a été un temps fort, en tout cas, pour l'échange de connaissances sur le sujet de la reconstruction. Nous avons au CAUE, à l'échelle de l'Union régionale des CAUE, mené des opérations, en particulier des expositions sur les paysages qui ont intégré la question des paysages et de la guerre. Ces expositions qui donnent toujours lieu à des présentations publiques. Et ça a été intéressant de recoller à l'échelle régionale les connaissances finalement un peu trop ponctuelles. C'était un effort pour nous, mais en tout cas, ça a permis en termes de partage de culture au sein des CAUE d'améliorer nos connaissances et surtout d'améliorer nos convictions sur la qualité de ce patrimoine et la nécessité de le faire connaître et de le préserver. On a également organisé un concours photographique l'été dernier, donc issu d'une exposition dont un des thèmes était la guerre et le paysage. Donc là, vous avez la photo lauréate de ce thème, qui ne se situe pas, hein, c'est les fantômes de Landowski. Alors c'était un concours photo amateur, et on a été étonnés de la qualité des propositions qui ont été faites. Alors, l'architecture contemporaine, c'est une question aussi. Comment inscrire de l'architecture contemporaine dans un cadre de vie hérité du XXe siècle? Nous avions organisé cette manifestation à Proyart, dialogue d'architecture 20e siècle, 21e siècle, avec la confrontation de cette extension d'école qui venait d'être inaugurée. Et Proyart, qui a été labellisé patrimoine 20e siècle. Voilà, ça nous permet de susciter le débat sur ce patrimoine particulier de la reconstruction. Finalement, est-ce qu'il est possible de lui adjoindre des architectures résolument différentes, ou est-ce qu'il faut limiter le principe d'intégration, comment peut-on l'aborder sur ces caractéristiques architecturales-là? Et alors l'autre façon de concevoir la reconstruction comme une culture architecturale vivante, c'est de regretter, mais enfin c'est un constat également, que à l'issue
de catastrophes climatiques et de conflits dans le monde, la reconstruction reste un sujet d'actualité. Et nous posons les questions des leçons à tirer des reconstructions du XXe siècle dans la Somme par rapport aux reconstructions à réaliser de nos jours. Sachant que pour la plupart, en tout cas dans la phase d'habitat temporaire, on est quasiment dans les mêmes modes constructifs. On est sur les mêmes types de construction d'urgence. Et donc, pour clore cette conférence, j'ai voulu souligner l'action d'une association d'architectes de la Somme qui avait été créée en 2001 lors des inondations et qui est devenue une ONG en 2008, une ONG internationale qui s'appelle les Architectes de l'Urgence. Et je reprendrai en conclusion de cette intervention bâtir des murs, enfin leur slogan, bâtir des murs pour reconstruire des vies. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je reste ouverte à vos questionnements, interrogations. J'espère ne pas vous avoir trop surpris sur le sujet, enfin l'angle par lequel j'ai abordé la reconstruction, sachant que j'ai à de nombreuses reprises accompagné les expositions sur la reconstruction elle-même et les étapes de la reconstruction dans la Somme, donc j'ai quelques notions de l'histoire de cette reconstruction, mais cet angle-là est celui qui nous motive et qui justifie nos missions aussi. Et je trouvais intéressant de partager avec vous cette approche un peu particulière, peut-être propre aux architectes et aux urbanistes.